Sujet ultra sensible, sujet d'histoire, mais sujet profondément politique aussi, dans la lecture qu'on en fait après coup et dans la façon ou pas de hiérarchiser et de mettre en avant, pour parler clairement, une traite des esclaves par rapport à une autre. Vous nous parlez d'un vote à l'ONU où c'est la traite transatlantique qui a été évoquée, qui a été mise au vote comme étant la pire des traites et le pire des crimes contre l'humanité. Ah, c'est à vous. Voilà. Le plus simple, c'est que vous nous résumiez les choses et que vous nous disiez pourquoi il y a selon vous deux poids, deux mesures. Alors, c'est effectivement l'Assemblée générale de l'ONU qui a voté le 25 mars dernier une résolution qui a été présentée par le Ghana et qui qualifie l'esclavage et en particulier, parce que c'est là-dessus que ça porte, la traite transatlantique de crime contre l'humanité le plus grave. C'est textuellement ce qu'il y a dans la résolution. Donc, en apparence, franchement, vous ne pouvez pas vous opposer à une telle résolution. Ça paraît être une résolution qui est légitime, qui est humaniste. Et pourtant, vous avez plus de 50 pays qui se sont opposés ou qui se sont abstenus de voter cette résolution, parmi lesquels toute l'Union européenne, ses États membres, ainsi que les États-Unis, alors que 123 pays ont voté contre. Et la France donc aussi. La France comme pays de l'Union européenne, absolument. Alors, est-ce que ça veut dire que ces pays vont nier la gravité du crime, la gravité de la traite transatlantique, ce qu'on a appelé le commerce triangulaire, Afrique, Europe et vers l'Amérique, qui a duré du 16e au 19e siècle et qui a surtout connu son apogée entre le 18e et le 19e siècle et qui a fait entre 13 et 17 millions de personnes, dont 20% de ces 13 à 17 millions de personnes sont morts durant le transport qui se passait dans des conditions absolument épouvantables, inhumaines. Alors évidemment, ça n'est pas le cas. Ces pays ne nient pas la gravité du crime. Mais cette résolution, elle pose trois problèmes majeurs, à mon sens, qui ont conduit l'Europe à s'abstenir ou à voter contre ce texte, qui est en fait une manipulation de l'histoire. Une manipulation de l'histoire. Voilà, une manipulation de l'histoire. Alors, les raisons, la première. Alors, la première de ces raisons, c'est qu'en réalité, cette résolution, elle établit une hiérarchie entre les crimes contre l'humanité, puisque la résolution le dit, voilà, la traite transatlantique est considérée comme la plus grave d'entre eux. La résolution, elle considère même qu'il s'agit d'une rupture profonde dans l'histoire de l'humanité et souligne que le XVe siècle, donc début de la traite transatlantique, a marqué le début décisif de cette histoire exceptionnelle et sombre de la capture, du transport forcé et de l'esclavage racialisé des peuples d'Afrique. Alors, rappelons quand même ce qu'est le crime contre l'humanité. Le crime contre l'humanité est apparu lors du procès de Nuremberg et il vise à punir des crimes qui ont été commis par les nazis contre les populations civiles des territoires occupés sans aucun rapport avec des opérations liées à la guerre. C'est-à-dire on s'en prend véritablement aux populations civiles. Alors cette notion s'est élargie au fil des décennies et aujourd'hui elle désigne tous les actes, meurtres, viols, déportations, mise en esclavage, commis dans le cadre d'une attaque généralisée contre les populations civiles. C'est un crime qui est aujourd'hui totalement imprescriptible et qui peut concerner une personne ou 1 million de personnes. Le critère quantitatif n'entre pas en ligne de compte. Alors, par essence, un crime contre l'humanité, c'est un crime qui atteint l'humanité même. Et tous les crimes contre l'humanité sont évidemment les mêmes, sont égaux. À partir du moment, il n'est pas plus grave ou moins grave d'exterminer les Arméniens, de soumettre les Yézidis à l'esclavage sexuel, de soumettre les Noirs d'Afrique du Sud à l'apartheid ou d'éliminer l'ensemble du peuple arménien. Ce sont des crimes contre l'humanité, contre l'être humain. Et évidemment, dire le contraire, c'est nier la notion même de crime contre l'humanité en supposant que tous les humains ne sont pas égaux en droit et en dignité ou en postulant que l'humanité n'est pas une et indivisible. Alors, c'est la raison pour laquelle plusieurs pays ont voté contre cette résolution ou se sont abstenus, car ils ne peuvent pas accepter une telle hiérarchisation qui revient en réalité, et là derrière on voit ce qui pointe, à rétrograder la Shoah, qui a éliminé 75% des Juifs d'Europe, la rétrograder dans une espèce de hiérarchie très étrange, hiérarchie de l'horreur, où on mettrait au-dessus la traite des esclaves transatlantiques et en dessous la Shoah. Quelle est la deuxième raison ?
La seconde raison, c'est que, et ça c'est important, c'est qu'elle ouvre la voie à des réparations, donc au paiement d'indemnités. Parce que ce n'est pas seulement une résolution mémorielle. Il est dit dans la résolution, textuellement, on va le voir, voilà, qu'il faut réparer intégralement le préjudice causé, et ce qui, évidemment, ça vise les pays occidentaux qui ont bénéficié de cet esclavage. Or, le problème, c'est qu'il y a un principe général du droit qui s'appelle la non-rétroactivité de la loi pénale. Ça, je réinsiste, non-rétroactivité de la loi pénale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas punir un crime en fonction d'une loi qui aura été adoptée après le crime ou qui n'existait pas au moment où le crime a été commis. Et évidemment, si on ne peut pas le punir, ça n'ouvre pas droit à réparation. Et je vais vous faire une révélation. À l'époque où l'esclavage était la règle, eh bien, il n'était interdit nulle part. Il n'y avait pas de loi criminalisant l'esclavage, ce qui n'ouvre donc pas droit à réparation. Alors, vous allez me dire, à Nuremberg, c'est ce qu'on a fait. À Nuremberg, on a puni des nazis en appliquant une loi, la loi qui punissait les crimes contre l'humanité, qui n'existait pas au moment où les nazis commettaient leurs crimes. Alors ce qu'on a fait à l'époque pour s'en sortir, parce que c'était une petite rétroactivité, il faut reconnaître, mais c'est ce qu'on a dit, il y a les principes généraux du droit qui fait que toutes les nations civilisées interdisaient déjà les actes commis par les nazis dans les territoires occupés. Et donc, à Nuremberg, on n'a rien inventé, on n'a fait que codifier l'existant, codifier ce qui existait déjà. C'est comme ça qu'on s'en est sorti. Pour l'esclavage, on ne peut pas dire ça, parce que pendant que l'esclavage, pendant la traite, pendant l'esclavage, où l'esclavage existait, il n'y avait pas de loi qui l'interdisait. Je vais vous même dire, c'est exactement l'inverse, il était légal partout dans le monde. Il n'y avait aucun pays qui interdisait l'esclavage. C'est aussi simple que ça. Donc, pas de rétroactivité. Et la troisième raison, c'est celle qui vous amène à parler du deux poids, deux mesures. Voilà, alors là, le problème, c'est que ça ne parle que de la traite transatlantique. Et on va écouter ce que dit le ministre ghanéen des Affaires étrangères, qui est à l'origine de cette résolution. When we say that the transatlantic slave trade represents the gravest crime against humanity, it is not to introduce a hierarchy. What we are saying is that if you look at all of the atrocities that have happened in the history of humanity, none have been this systemic, this prolonged over 300 years. And the lingering consequences of that. So it has to be put in context. We are not ranking pain. We are not saying that our pain should be valued more than your pain. Alors, ce qu'il montage dit, Claudia Oliveira. Voilà, absolument. Et donc, ce qu'il dit est profondément inexact et même choquant, parce qu'il faut se rappeler qu'il y a eu d'autres types de traites négrières, comme on les appelle. D'abord, c'est une traite qui interroge le monde africain et arabo-musulman, qui est la traite orientale à destination de la péninsule arabique et la traite transsaharienne à destination du Maghreb et du Moyen-Orient. Elle a duré, non pas 3 siècles, elle a duré 13 siècles exactement, du 7e au 20e siècle. Et elle a fait entre 8 et 12 millions de victimes, à peu près. Ensuite, il y a une traite intra-africaine, c'est-à-dire entre les royaumes et les empires africains, où il y avait des razzias régulières. Là, on n'a pas de source écrite, David. Mais on pense que c'est plusieurs dizaines de millions d'Africains qui ont été soumis à l'esclavage par d'autres royaumes africains. Et il y a enfin la traite qui a eu lieu dans l'océan Indien, qui a commencé aussi au Xe siècle, à destination de même de la péninsule arabique, et qui, à partir du XVIIe siècle, a bénéficié aussi aux colonies européennes dans l'océan Indien. Et là, on estime que elle a concerné près de 17 millions d'hommes, de femmes et d'enfants entre le Xe et le XIXe siècle. En plus, et ça je vais vous apprendre quelque chose sans doute, on oublie souvent dans ce tableau terrifiant les esclaves européens. Parce que pendant plus de 1000 ans, les Arabes et les Turcs ont fait des razzias, notamment dans les pays slaves, mais aussi sur les côtes italiennes, françaises et espagnoles, pour enlever des esclaves. Et ça a duré jusqu'au 19e siècle, au moment de la révolution industrielle, où le rapport de force s'est inversé en faveur des Européens, et on a pu mettre fin à cette traite. Et cette traite des Européens, elle a fait entre 5 et 10 millions de victimes. Entre 5 et 10 millions de victimes. 5 et 10 millions de victimes. Chiffre. C'est vrai, alors c'était une traite aussi, c'est vrai, au sol.
entre guillemets. On pense souvent, quand on dit ça, aux bateaux, aux pirates et aux bateaux. Corsaires, Barbaresques. Mais ça n'était donc qu'une partie, c'est ce que vous nous dites. Exactement. Donc en fait, il faut voir que toutes ces traites sont des horreurs sans nom. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence de nature entre la traite des esclaves européens, la traite transatlantique, la traite orientale. On a réduit des êtres humains à l'état de marchandises. On les a vendus, on les a prêtés. C'était de simples marchandises. En plus, ce qui me choque dans cette résolution, c'est qu'elle qualifie l'esclavage, et notamment la traite transatlantique, de racialisé. Et ça, c'est profondément choquant, puisque en l'occurrence, les esclaves ont été vendus par des Africains aux Européens et par des Africains aux Arabes. Elle n'est pas racialisée en ce sens-là, parce que l'Afrique, qui est un immense continent, a fourni des esclaves aux Européens et aux Arabes. Et enfin, je dois ajouter que l'historien sénégalais Tidiane Ndiaye a parlé de génocide voilé à propos de la traite orientale. Pourquoi ? Parce que il affirme, dans un livre remarquable, voilà, que l'on voit, le génocide voilé, que les esclaves enlevés par les Arabes, achetés par les Arabes, étaient systématiquement castrés à l'arrivée. Ou alors, d'autres historiens affirment qu'ils étaient totalement séparés, mais en tous les cas, il n'y a pas eu de descendance de cet esclavage dans les pays arabo-musulmans. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, aux États-Unis, vous avez 80 millions de descendants de la traite transatlantique. Dans les pays arabes, vous n'en avez quasiment aucun. Alors pourquoi, Jean, et c'est la conclusion, selon vous, l'ONU s'est focalisée sur cette traite-là ? Effectivement, on a oublié joyeusement donc les autres traites, sachant que par ailleurs, ces traites arabo-musulmanes ont fait plus de 2 fois plus de victimes que la traite transatlantique. La réponse, elle est simple. Sur les 193 membres de l'ONU, on compte 22 membres de la Ligue arabe, 57 membres de l'Organisation de coopération islamique et une 50aine de pays africains, ce qui fait à peu près 130 pays sur les 193. En clair, le Sud global est majoritaire à l'ONU. Le narratif du Sud global, c'est quoi ? C'est que seul l'Occident est criminel et seul le Sud est victime. Et c'est exactement ce gros mensonge que promeut cette résolution. Alors que l'ONU a été faite pour maintenir la paix, promouvoir les droits de l'homme, défendre le droit international, elle est devenue le forum de l'idéologie anti-occidentale. Je vais vous donner un exemple. Au cours des 10 dernières années, l'Assemblée générale a voté 173 résolutions contre Israël. 173, voilà le chiffre. 80 contre le reste du monde. C'est-à-dire que 60% des résolutions ont concerné un petit pays qui représente 0,1% de la population dans le monde, alors qu'il se passait partout ailleurs des massacres d'une ampleur effroyable. Donc si le droit international devient un droit anti-occidental, ça menace l'existence même de l'ONU, parce que le temps va bientôt venir où les pays occidentaux vont se retirer, ou en tous les cas prendre leur distance avec une institution qui les dessert aussi systématiquement. Alors, question, puis je vous donne la parole. Est-ce que ça n'est pas aussi peut-être parce que c'est cette traite occidentale qui a construit en grande partie la domination économique de l'Occident sur le reste du monde pendant... un siècle et demi, 2 siècles peut-être. C'est une très bonne question. On peut dire la même chose de la traite arabe, la traite orientale. Est-ce que c'est pas ça qui a permis aussi aux royaumes arabes de s'étendre ? Je veux dire, ça j'en suis pas persuadé. Et je vous rappelle quand même que tous les mouvements émancipateurs, tous les mouvements contre l'esclavage, ils sont venus d'où ? De l'Occident. Ils ne sont pas venus des pays africains ou des pays moyen-orientaux. Dès le 5e siècle, déjà, vous aviez des chrétiens qui protestaient contre l'esclavage, qui n'était pas l'esclavage africain, c'était l'esclavage entre nous, entre Européens, on va dire, au sens large du terme. Et en disant, non, on ne peut pas. La controverse de Valladolid, c'était quoi d'autre qu'une discussion entre catholiques pour savoir si les Indiens, les Noirs, les Africains, etc., avaient une âme ou pas une âme. Et ça s'est conclu par « ils ont une âme ». Donc, très tôt, il y a eu des mouvements anti-esclavagistes qui n'existent pas et qui n'existent toujours pas dans les pays qui l'ont pratiqué. Il y en a quand même maintenant des mouvements anti-esclavagistes, mais... regardez ce qui se passe en Libye, regardez en Afghanistan où on vient de l'esclavage rétablir... Aujourd'hui, je vous rappelle quand même qu'on compte dans le monde africain et moyen-oriental, selon l'ONU, 20 millions d'esclaves aujourd'hui. Ça laisse quand même sans voix. Pierre, Christian, Sophia, Sarah,
C'est à vous. Très rapide parce que Jean a fait, comme d'habitude, une démonstration qui est vraiment très rigoureuse sur un sujet qui est compliqué. Juste un élément d'information. En Afrique, le dernier pays à avoir aboli l'esclavage dans le continent africain, c'est la Mauritanie en 1962. 1962, voilà. Et donc, effectivement, il y a là, sur un sujet qui est tragique, l'esclavage, la transformation d'un être humain en marchandise, c'est un crime abominable. Les autres crimes à côté, c'est le génocide des personnes. Alors, c'est pas le fait de les transformer en marchandises, c'est de les détruire. Et donc, le fait d'essayer de trafiquer cette affaire, de lui donner le biais qu'a très bien démonté Jean, c'est horrible. Je trouve que c'est vraiment une forme de mépris pour ceux qui ont été esclavagisés, quelle que soit leur couleur de peau, le moment. Et Jean a raison de rappeler que, notamment en Libye ces dernières années, la mise en esclavage de ceux qui essayaient de passer en Europe était un phénomène qui s'est étendu. On n'a pas vu énormément de protestations ici ou là. De l'ONU. Sarah. Non, juste un mot pour dire qu'il y a certains théoriciens qui font justement des barbaresques, de ces enlèvements sur ces bateaux, une des raisons de la colonisation algérienne. Et que pour les décoloniaux, évidemment, le fait qu'on ajoute dans tout le faisceau de ces raisons à la colonisation française, celle-là, qui met en relativité les causes, est absolument insupportable. Donc ça pourrait expliquer aussi. Christian. Il faudrait aussi dire un mot de la condition des femmes et de la condition des enfants. Les femmes enfermées dans des harems, spécialement dans l'Empire ottoman. C'est quelque chose qui a été largement pratiqué par les sultans ottomans. L'enlèvement des enfants, transformés en ennemis de leur propre famille, l'institution des janissaires, c'est-à-dire des enfants chrétiens. Ah, c'est pas un comparatif entre civilisations. Non. C'est une question précise que celle de l'esclavage. Ce qui m'amène à la conclusion suivante. Il y en a pour tout le monde. Et il y en a pour tout le monde. Donc si on voulait faire quelque chose d'utile dans un débat à l'ONU, ça aurait été de dénoncer universellement toute forme d'esclavage, quelle qu'elle soit, quel que soit son but et d'où qu'elle provienne et quelles que soient les circonstances historiques dans lesquelles elle s'est exercée. Or, on a fait l'inverse. On a fait de cette question qui devrait être un point de consensus entre toutes les nations et toutes les forces vives, on a fait un point d'affrontement d'un camp de l'humanité contre l'autre et on continue à produire cette conflictualité alors qu'on pourrait au moins se mettre d'accord sur un point essentiel et crucial. On ne vend pas un être humain, on n'esclavagise pas un être humain, qui qu'on soit et quelle que soit la raison pour laquelle on le fait. Sophia. Idem, je suis d'accord sur un point et pas d'accord sur le second. Il est absolument ignoble de hiérarchiser les souffrances, les douleurs et l'esclavage, les types d'esclavagisme. Et les derniers qui ont eu lieu n'ont pas eu lieu à cause de l'Occident, mais bien dans le monde arabo-musulman. Rappelez-vous de Daesh et des petites filles que moi-même j'ai suivies et qui ont subi les pires horreurs puisqu'elles ont été vendues, achetées plusieurs fois, violées et qu'on précisait dans leur... je me permets pour une fois de liser mon enquête sur Le Monde, où selon le fait qu'elles étaient vierges ou pas à 9 ans, eh bien, elles coûtaient 12 000 ou 9 000 euros, etc. Et j'en passe. Là où je suis pas du tout d'accord, si justement on rejette la hiérarchisation des souffrances et donc des différentes traites de personnes ou d'esclavage, eh bien, on ne hiérarchise pas les pays qui appartiennent à l'ONU. Premièrement, et deuxièmement, on ne va pas se lancer dans des petits calculs pour dire « Ah, ce petit pays, c'est parce qu'il est petit qu'il y a eu tant de conventions. C'est un pays qui est en guerre avec le monde arabe depuis 80 ans. Si l'Ukraine était restée occupée et qu'elle était encore occupée dans 80 ans, je suis sûre que nous tous ici, Européens et Français, comme nous sommes fiers de l'être, nous continuerons à combattre l'occupation russe de l'Ukraine. » Vous parlez du Ghana. Ouais, non, je parle d'Israël. Voilà, c'est l'exemple qu'il a donné. Lui qui l'a choisi, voilà, il a tapé à la porte, il a eu la réponse. C'était bien de le préciser. Voilà. Votre conclusion, Jean. Non, mais ce qui est très intéressant dans ce que vous venez de dire à propos de l'intervention des puissances européennes en Afrique, c'est vrai que les Européens et même les Américains ont commencé à intervenir en Afrique
pour lutter contre les barbaresques, l'enlèvement de ressortissants européens. Je vous rappelle qu'à partir de 1805 et jusqu'en 1815, les Américains sont intervenus à Tripoli et à Alger parce qu'on avait enlevé leurs ressortissants pour les mettre en esclavage. Et c'est à ce moment-là qu'on a créé, figurez-vous, le US Marine Corps, c'est-à-dire ce corps expéditionnaire qui maintenant est devenu l'équivalent de la Légion étrangère pour les Américains, pour lutter contre les barbaresques. Il faut se rendre compte, on est en 1805. C'est quelque chose qu'on a totalement oublié. Et en grande partie, effectivement, nous-mêmes, nous sommes intervenus là-bas pour faire cesser ce commerce-là, ce commerce qui touchait effectivement nos ressortissants. Alger était la plaque, Alger qui dépendait de l'Empire ottoman, de la Sublime Porte dont Christian a parlé, c'était la plaque tournante notamment de la vente des blanches pour les harems de tout l'Empire ottoman. Et c'était vraiment une plaque tournante. Voilà. Alors, au lieu d'être des Noirs, etc., c'était des Blancs et des Blanches qui étaient arraisonnés. De belles femmes qui étaient vendues sur les marchés. Et l'ordre de Malte, notamment, s'occupait d'aller racheter ces otages blancs chrétiens pour les rendre à leur famille, à leur pays. Merci beaucoup, Jean. Merci. Je termine mon remplacement de Caroline Fourest. Donc c'est la dernière fois que je vous fais cet édito et je retourne sur mes bancs. Caroline reviendra avec grand plaisir. C'est un bonheur de l'accueillir mardi prochain. Voilà. Elle a terminé son tournage en Ukraine. Elle tournait un film en Ukraine. Caroline est réalisatrice. Jean, vous n'avez pas été un remplaçant. Vous avez été brillant et ça a été un grand plaisir de vous entendre. Et ça n'est pas terminé. Et David, je peux vous dire que c'est un plaisir d'être en liberté avec vous. Eh bien, tout le monde est content. J'espère que vous l'êtes aussi, vous qui nous regardez. Merci Jean.